je suis tombé de très haut, de très très haut quand j'ai commencé dans un premier temps à voir la justice, puis ensuite à exercer aux côtés des magistrats. Parce que par-delà les moyens, par-delà oui, le manque d'argent, etc., ça existe et ça on ne peut pas en faire l'économie de cet argument, on voit des attitudes, une absence de remise en question, du mépris, une justice de classe aussi pour beaucoup. On leur explique avec nos mots les injustices que l'on voit, le fait qu'ils n'appliquent pas nécessairement le droit toujours de manière stricte, que parfois au contraire, ayant une pleine conscience des règles de droit, ils s'appliquent à les détourner et à les manipuler à des fins répressives ou à des fins idéologiques. Gardez la flamme, n'abandonnez pas. Demain va être difficile, demain va être dur, compliqué. Il va venir avec son lot de défaites, hein, de tempêtes, et je pense que le seul moyen de l'affronter, c'est de le regarder digne, le cœur armé et la voix qui porte pour lui dire qu'on n'accepte pas. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Maître Seydiba, que je suis avec attention sur les réseaux, vous le suivez sans doute aussi, parce qu'il s'est fait remarquer par sa manière de mettre en mots les souffrances de la justice et donc les souffrances des humains. Et ma première question, qui est une question rituelle, Seydiba, comment ça t'est venu cette manière finalement de défendre l'humain, parce que tu le fais d'une manière particulière, tu le fais en tapant du poing, tu le fais aussi en t'affirmant finalement à chaque fois qu'il y a une situation, on voit ton nom, tu dis quelque chose, d'où est-ce que ça te vient ? Moi justement, je ne pense pas que ça m'est venu, je pense que c'était là. Ça a toujours été là et c'est un certain idéal de justice qu'on incarne en réalité très jeune, hein, à partir des situations du quotidien. Donc un professeur qui va accuser un camarade alors que c'est pas lui, une situation qu'on voit dans la rue. Moi je pense que c'est un sens de la justice en fait qui est un peu qui précède la volonté de l'exposer, de l'exprimer et de l'incarner. Donc je pense que par ailleurs je suis devenu avocat avant même d'être avocat à ce titre-là. Et donc moi dès que je vois une situation dans l'actualité aujourd'hui notamment, mais même dans la vie quotidienne qui me fait un peu résonner à l'intérieur un sens de l'injustice, ça m'est tout à fait insupportable. Donc il faut que je m'exprime. Parce que d'autant plus, et je considère que nous qui avons, parce que tout le monde n'a pas cette possibilité-là de s'exprimer en toute liberté. Moi, en réalité, premièrement, déjà, je suis avocat, dans le sens où j'ai pas de patron, personne ne peut me rien dire, donc je suis totalement libre de le faire. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans une situation d'oppression aujourd'hui en France, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer aussi librement que je le fais, donc je le fais aussi pour eux. Je le fais aussi pour ceux qui n'ont pas les mots pour le faire. Parce que aujourd'hui, pour pouvoir s'exprimer et pouvoir être entendu, notamment dans les médias ou notamment, on va dire, pour être audible de cette classe dirigeante, éditocrate, parisienne, voilà, ce petit monde en fait qui s'écoute beaucoup entre eux, il faut pouvoir parler aussi ce langage-là. Donc c'est très important parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas parler de ça, qui vont ne pas pouvoir débattre, etc. Donc il faut aussi le faire pour eux. Et quand tu dis que tu étais avocat avant d'être avocat, est-ce que tu situes le moment, peut-être dans ton enfance ou ton adolescence, où tu as ressenti justement que tu étais avocat ? Notamment, il y a deux moments fondateurs, hein. Premièrement, et tous les deux sont corrélés à ma couleur de peau. C'est-à-dire qu'il y a premièrement le moment où j'ai compris que j'étais noir, dans le sens où j'étais allé sortir avec mon oncle, mon frère et ma sœur à la piscine, et puis que un moment, on jouait avec une autre fille, et puis un moment, celle-ci, vexée, je ne sais plus pour quelle raison, m'a regardé, m'a dit retourne dans ton pays. Donc j'ai compris que je ne venais pas de ce pays, en tout cas c'est ce qu'elle me disait, et j'ai senti une profonde injustice. Pourquoi elle me dit ça ? Pourquoi elle peut se permettre de me dire ça ? Et il fallait que je puisse résoudre cette injustice. Deuxième injustice, quand j'ai pu discuter avec mon père et que j'ai compris très vite, hein, il m'a dit qu'il fallait en faire 10 fois plus pour avoir 2 fois moins. Et donc que j'ai compris que ce dernier, malgré toutes les études qu'il avait pu faire, malgré tous les diplômes qu'il avait pu avoir, n'avait jamais pu travailler dans le domaine qui était le sien, son domaine de spécialité, donc l'agronomie. Il était docteur en agronomie, il l'est toujours par ailleurs, parce que tout simplement il était noir et qu'en fait un noir fin des années 80 qui arrive en France hors région parisienne, on ne travaille pas avec lui. Donc il a dû travailler à l'usine, donc j'en ai ressenti une profonde injustice.
et une profonde frustration aussi de ne pas pouvoir agir directement sur cette situation. Donc au moins, quand on est avocat, on a une possibilité d'agir. Alors, on n'est pas ceux qui allons être à l'origine de la résolution de l'injustice, mais au moins on peut agir. Et Maître Saïdiba, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as finalement réparé l'injustice? Parce que tu disais que la première fois, quand cette petite fille t'a renvoyé à ton identité, tu t'es dit il fallait réparer ça, et puis tu parles de ton papa aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les forces que tu t'es données, le métier que tu t'es donné, tu dirais que cet endroit-là est réparé? Alors, s'il était question d'une blessure narcissique, de se dire: «Ah, vous avez vu, finalement, j'y suis arrivé», je dirais oui, mais moi, je pense que ces, injustices-là, en réalité, elles laissent des traces qui ne sont pas nécessairement réparées, en tout cas, qui ne peuvent pas être réparées par ça. Moi, aujourd'hui, c'est pas tant une volonté de réparer ça, parce que je pense que, de cette manière-là, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais assez réparé, on n'est jamais assez passé à la télé, on n'a jamais eu assez d'articles, etc., pour qu'on ne soit pas renvoyé à notre couleur de peau et notamment à nos souvenirs fondateurs à ce niveau-là. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de jeunes possible, le moins de personnes possible qui subissent en fait ces situations-là. Voilà pourquoi j'essaie de me battre un peu tous les jours. Et dans ton livre que tu viens de sortir, qui s'appelle Comme on traverse un feu, tu expliques un peu la vie, justement, de la vie dans le palais. Tu expliques les problématiques, notamment les problématiques avec la magistrature. Et tu le fais avec finesse et aussi avec un ressenti. C'est pas que effectivement des situations. Tu parles aussi de ton regard, qui parfois est un regard douloureux. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, moi, je suis tombé de très haut en rentrant pour les premières fois dans un palais de justice. Euh, Première fois que je rentre dans un palais de justice, bah, je suis étudiant, mais j'ai toujours un peu ce fantasme de grandeur que l'on prête à la magistrature en se disant que bah, c'est le juge, quoi. Le juge, nécessairement, il juge bien, parce que sinon, rien ne tient. Aujourd'hui, si je ne vais pas agresser mon voisin qui fait trop de bruit, c'est parce que je me dis que si je dépose plainte et qu'il est jugé, bah, en réalité, il y aura une forme de justice. S'il n'y a plus cette justice-là, c'est le pacte social, hein. Je remets ma violence à l'État, qui a le monopole de la violence légitime, pour qu'il exerce sur un tiers. Euh, donc nécessairement, en fait, il faut que ça soit parfait. Et tout le monde s'imagine que c'est parfait. Tout le monde s'imagine que si jamais il est confronté à l'institution judiciaire, ça va être parfait. Je suis tombé de très haut, de très très haut, quand j'ai commencé dans un premier temps à voir la justice, puis ensuite à exercer aux côtés des magistrats. Parce que par-delà les moyens, par-delà oui, le manque d'argent, etc., ça existe et ça, on ne peut pas en faire l'économie de cet argument. On voit des attitudes, une absence de remise en question, du mépris, une justice de classe aussi pour beaucoup. Euh, et on leur explique avec nos mots les injustices que l'on voit, le fait qu'ils n'appliquent pas nécessairement le droit toujours de manière stricte, que parfois, au contraire, ayant une pleine conscience des règles de droit, ils s'appliquent à les détourner et à les manipuler à des fins répressives ou à des fins idéologiques, parfois pour certains magistrats. Et on s'applique à leur expliquer et on voit une forme d'apathie dans leur regard parce qu'ils sont moins, très souvent, les bouches de la justice, de la loi, que plutôt une certaine forme de protection d'un certain ordre public. Alors comment on peut lutter contre ça? Parce que tu parles d'une chute, moi aussi j'ai fait une chute, j'en parle aussi souvent. Effectivement, en dehors du monde judiciaire, on peut avoir l'impression que la justice est la justice. D'ailleurs, on dit souvent je fais confiance à la justice. Moi, je suis arrivée à un stade de ma vie où je dis je ne fais absolument pas confiance à la justice française, malheureusement. Alors, il y a des juges qui font très bien leur travail. Je les cite souvent et je les citerai toujours parce que je pense que quand on fait bien son travail, il faut le dire. Je citerai le juge Albert Lévy et je cite aussi le juge Badre qui font un travail exceptionnel. J'ai aussi assisté à des audiences où il y avait des juges humains qui regardent dans les yeux. Mais rien que de dire regarder dans les yeux, c'est comme si c'était une exception. Et malheureusement, ça l'est. Et donc, je me pose une grande question en ce moment. Déjà, pourquoi c'est devenu comme ça? Pourquoi il y a une telle cisure entre la magistrature et la société qu'elle représente? Et comment on peut bâtir une société où il y aurait beaucoup plus de confiance? Parce qu'aujourd'hui, je pense même que la politique influence les jugements. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment on fait pour qu'il y ait plus de transparence, plus de justice, et qu'on n'ait pas finalement à craindre
le juge, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne fais pas confiance. Je pense que les juges, parfois, ont des biais, parfois sont politisés, parfois n'ont pas conscience qu'ils ont un humain en face d'eux. Il y a aussi cette problématique du fait que parfois, ils font face à des personnes qui ont peu de mots pour transmettre leur réalité, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas eu tous les mêmes chances, les mêmes possibilités. C'est ce que tu dis aussi. Donc pour moi, en ce moment, je pense que c'est une forme de chaos, le monde judiciaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et quelles sont tes idées pour améliorer et nous protéger aussi finalement? Pour moi, tout est question de responsabilité. Il y a quelque chose que tu dis qui est très intéressant, c'est quand les magistrats font bien leur travail, on les nomme. Et c'est vrai, moi, notamment le juge Lévy, que j'ai pas eu la chance de rencontrer, mais dont je vois les expressions publiques, je valide tout à fait ce qu'il fait. Le juge Badre, pareil, hein, il a des combats qui sont très intéressants. Mais en fait, on les nomme. Mais le problème, c'est que quand ils font mal leur travail, on les nomme pas. C'est-à-dire qu'à la différence des avocats, nous, on a des bons avocats, des mauvais avocats. Et tout le monde les connaît. C'est-à-dire que tout le monde connaît qu'un tel, il est bon, un tel, il est mauvais. Les magistrats, ils se fondent un peu derrière la fonction et la robe. Donc, ils ne répondent jamais de rien. Au-delà du fait que très souvent, en fait, on a tout un appareil judiciaire qui va être contre une personne qui parfois est là et ne comprend pas ce qui lui arrive. Et tout cet appareil judiciaire, c'est des magistrats qui vont se valider entre eux. Quand il y en a un qui fait une erreur, on va sauver un peu le coup. On va tout faire en sorte pour que, en gros, la maison reste debout. Au-delà de la justice, pour que la maison reste debout. Et le problème étant que quand on a des erreurs, on n'a aucune responsabilité. Aujourd'hui, un magistrat peut se tromper. Hein. Moi, aujourd'hui, si je suis avocat et que je me trompe et que, par exemple, je fais sauter un délai ou alors que je ne regarde pas bien le dossier, etc., vous engagez ma responsabilité, je suis donc puni et vous pouvez avoir des dommages d'intérêt. Un magistrat, il fait une erreur, il peut vous envoyer 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans en tôle, il peut vous tuer, c'est arrivé dans l'histoire de la justice. Hein. Enfin, les magistrats, c'est quand même des juges qui ont tué Socrate et qui ont tué Jésus. Hein. Donc, quand un magistrat fait une erreur, il n'encourt rien. Son nom n'existe pas, il ne sort pas dans la presse, le magistrat n'encourt rien. C'est arrivé qu'on peut avoir une belle décision de relax, qu'on envoie à un magistrat parce qu'il a mis notre client en détention provisoire pendant 2 ans, mais ça ne, vraiment, c'est au-delà de ne pas l'empêcher de dormir, mais il nous regarde et il nous dit qu'il avait raison quand même. Et en fait, ça les dérange absolument pas. Donc moi, je pense que dans un premier temps, parce que c'est vrai, en fait, les magistrats ont des biais, bien sûr. On a tous des biais sexistes, racistes, validistes, classistes, on en a tous. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on en a conscience, est-ce qu'on essaie de se battre contre ça et les magistrats sont pas des êtres éthérés qui volent voilà, dans les cieux glorieux de la raison et qui ne sont imperméables à tout ça. Bien sûr qu'ils ont des biais. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils les questionnent ou est-ce qu'ils les questionnent pas. Moi, je pense que parfois, et on le voit, mais ils ne les questionnent pas, on voit une expression, en fait, quand on arrive dans les juridictions, une expression parfois absolue. Bon, déjà, le mépris de classe, il est constant. Hein. On voit une différence de traitement claire sur des faits parfois similaires entre on va dire que la personne qui n'a pas de papier, qui a une OQTF et qui a commis une agression sexuelle dans le métro va être traitée avec beaucoup plus de mépris que le notaire qui fait de l'inceste sur sa nièce en fait. Mais en fait, c'est évident. Et quand on leur dit, ils nous regardent avec leurs yeux de poisson mort en disant « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» Comme si on parlait une autre langue. Quand on leur dit, en comparaison immédiate, que vous êtes en train de mettre 6 mois de prison ferme à une personne parce qu'elle a volé un téléphone portable qu'elle a rendu juste après, et que ça ne vous dérange pas de faire ça, alors que 4 étages en dessous, littéralement 4 étages en dessous au tribunal à Paris, on a des politiques, Marine Le Pen ou alors Nicolas Sarkozy, qui sont en train de vous traiter de juge rouge et de vous menacer à bas bruit en disant que vous êtes politique, qu'il faudrait faire du ménage dans la justice, etc. Et qu'ils savent très bien qu'ils n'iront pas en prison parce que vous ne les mettrez pas en prison, parce qu'il y a des gens qui vont en prison et des gens qui ne vont pas en prison. Et en fait, tout ça, quand on leur dit, mais ils nous regardent, mais vraiment à la tête en biais, comme ça, en nous disant... Parle, tu m'intéresses, quoi. Ça ne les fait pas bouger. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les prisons sont pleines en réalité de gens précaires, etc. C'est parce que c'est les gens qu'on va mettre là-bas. On a des magistrats qui s'expriment publiquement par ailleurs là-dessus. Hein. C'était... un magistrat, bon, je peux le dire publiquement parce qu'il l'avait lui-même dit dans un podcast sur France Culture, Guillaume Daïef, hein, qui est par ailleurs un magistrat avec lequel je n'ai aucune inimitié, qui avait dit qu'il avait beaucoup plus de mal à envoyer en prison un jeune du 17e arrondissement comme lui. Mais pardon, mais c'est gravissime en fait de le dire, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup moins de mal à envoyer un jeune du 93 en prison. Donc ce lien en réalité, il est nécessairement rompu parce que, et ça a été clairement dit, il y a une différence de langage en fait entre les juges.
et les personnes qui le jugent. Une différence de compréhension, une différence même d'empathie. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de comprendre et de se mettre à la place des personnes qui jugent. Euh, voilà, par exemple, dans les affaires de viol, moi je me souviens, je défendais un jeune qui avait du mal en fait à prononcer certains mots, à dire, à parler de sexe, à parler de pénis, etc. Pourquoi? Parce que lui, dans sa culture, il était d'origine malienne, mais en fait on ne parle pas de ça à la maison, c'est des mots qui sont interdits. Et il n'avait pas de mal en fait à avouer les faits, à reconnaître avoir une relation sexuelle, mais il avait du mal à dire les mots. Et la magistrate est en train de le torturer en disant mais voilà, mais vous avez pas honte, vous osez même pas dire. Et moi justement, j'ai dit mais en fait c'est juste, c'est pas sa culture. C'est pas sa culture. Et en fait, ils essaient pas de faire le pas pour comprendre. Et donc, quand on n'essaie pas de faire le pas pour comprendre, et ben en réalité, on a une distance qui s'opère avec les personnes que l'on juge. Et aujourd'hui, les professions aussi bien de magistrats que d'avocats sont des professions exercées par des bourgeois qui jugent des gens qui ne sont pas comme eux. Et quand on a les codes et qu'on sait ce qu'ils veulent entendre et ce qu'ils peuvent entendre, bien sûr, ils n'ont aucune difficulté à nous entendre pendant des heures et ensuite à être plus clément. Et ça se voit et ça se constate. Aujourd'hui, voilà, il faut vraiment, mais moi, c'est ce que j'essaie d'écrire dans le livre, toutes ces situations-là de magistrats qui sont racistes, qui me demandent de faire un trombinoscope pour mes clientes d'origine malienne parce qu'elles ont du mal avec des faciès africains, je cite, ou alors ces avocats généraux, un avocat général qui me dit que là où il y a de la chance, lui, c'est que quand il va requérir 25 ans de réclusion criminelle, mon client, c'est un arabe et que de toute façon, on est dans la région de Blois et qu'ici, ils regardent tous ces news et ils sont tous racistes, donc lui, il a de la chance. Mais là où j'ai de la chance, c'est que la victime, c'est aussi un arabe et que ça fait 2 arabes en moins pour la société. Il me dit ça, mais 2 minutes après, il va requérir 25 ans dans l'intérêt de la société. Et en fait, voilà, ça, c'est la justice. Ça, c'est Ouais. la justice. Mais c'est extrêmement choquant et c'est extrêmement attristant, même, tu vois, quand j'entends ce que tu me dis. Je me dis, en fait, on peut vivre en niant tout ça parce qu'on n'aura jamais affaire à la justice, mais c'est quand même le monde d'à côté et c'est notre monde. Et tu sais, toute cette démarche que je fais du côté du judiciaire, chez moi, elle vient aussi on va dire, d'une blessure, d'une fracture entre moi et ce que je croyais de Mmh. ma société. Je le dis souvent, dans les podcasts notamment, il y a eu la mort de mon meilleur ami qui a été assassiné et qui a eu une enquête bâclée, mais on était très jeunes à l'époque, donc on ne savait pas quoi faire. Et puis, il y a cette fameuse histoire sur laquelle je me suis positionnée, l'affaire Tariq Ramadan, où j'ai vu finalement sur presque une décennie le pire de la justice. Mais moi qui viens d'un monde où c'est pas forcément ce qu'on va voir, le pire de la justice, parce que je m'appelle Fanny Boermotti, parce que j'ai une identité où finalement tu peux très bien traverser la vie sans avoir aucun problème. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est notre monde. Bien sûr. Et donc, c'est notre responsabilité. Et la question, justement, que tu disais de comment faire, c'est moi qui la pose et toi, tu exprimes finalement tout ce qui s'y passe, comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas cette impunité du côté de la magistrature. Parce que la grande différence, je crois quand même, avec l'Angleterre, puisque je vis en Angleterre, c'est qu'en Angleterre, il y a quand même une espèce d'obligation de se positionner. C'est-à-dire quand tu es juge, tu dois dire tes idéaux, tu dois dire ce à quoi tu participes, ce à quoi tu participes pas. Mmh. Si tu as participé à une manifestation qui va à l'encontre de la personne que tu juges ou de son appartenance, tu ne peux pas la juger. En France, on va souvent dire oui, mais c'est pareil en France, sauf que c'est en théorie. Mmh. Parce qu'en pratique, rien ne peut être fait. Et quand un juge se trompe, quand un juge il fait une erreur, quand un juge parfois sciemment il politise toute une instruction, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est comme si finalement le rouage infernal puisse continuer. Mais moi j'ai vraiment envie qu'on construise quelque chose qui puisse empêcher ça, parce que je trouve ça déjà grave. Comme tu disais, je crois que tu as dit, c'est des magistrats qui ont tué Jésus. Et Socrate. Oui, et Socrate. Donc, on parle quand même d'un énorme pouvoir dans cette société. Et moi, je pense qu'il faudrait trouver un moyen que ce pouvoir s'exécute tout à fait autrement. Est-ce que tu as des idées à proposer? Est-ce que toi, tu as une vision, une horizon pour que la justice soit plus juste? Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est que, on va dire, dans une situation donnée, ça va être la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Moi, je pense que c'est un peu ça. Le problème, c'est l'arbitraire. Euh, Quand on laisse du pouvoir aux gens, ils peuvent en abuser. Et en fait, le problème étant dans la latitude qu'on leur laisse avoir dans l'exercice du pouvoir. Parce que le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir. Il faut que la loi, en fait, cadre. Aujourd'hui, le problème étant qu'on a une procédure pénale, et c'est à certains égards, on peut critiquer les procédures de common law, donc aux États-Unis, en Angleterre, etc. Mais elles laissent beaucoup moins de place, éventuellement, en fait, à l'arbitraire du juge, sur certains égards. Il suffit, prenons un cas pratique. Prenons par exemple ce qui se passe dans un procès d'assises.
un procès d'assises. C'est-à-dire qu'on a des jurés qui sont là et qui n'ont pas accès au dossier et qui vont être orientés en fait, par tout ce qui se passe à l'audience. Quand une procédure d'assises va s'ouvrir, on va avoir dans un premier temps le magistrat qui lit donc l'acte d'accusation, qu'il saisit, donc soit l'arrêt de mise en accusation, soit l'ordonnance de mise en accusation. Donc déjà, c'est un point de vue qui est orienté. C'est-à-dire qu'il y a avant ça un magistrat, un juge d'instruction, qui a rendu un document où il dit « je trouve que cette personne elle devrait être reconnue coupable pour ça, pour ça, pour ça ». Donc le juge, en principe, c'est à charge et à décharge. Bon, voilà. Et ensuite, le juge, il lit tout ça. Donc les jurés, ils notent, ils notent, ils notent. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a l'enquêteur qui vient, qui dirigeait l'enquête, qui va être entendu, donc à charge, à charge, à charge, les jurés, ils notent, ils notent, ils notent. Ensuite, on va avoir le président qui va demander au juge, à l'enquêteur s'il confirme bien ce qu'il dit, donc encore une fois, à charge, à charge, à charge, on note, on note, on note. Après, ça va être le procureur qui va demander, nana, on note, on note, on note, éventuellement les parties civiles avant, etc., on note, on note, on note, et finalement, 3 heures après l'ouverture de l'audience, on va avoir des éléments à décharge avec la défense qui va dire bon en fait je suis pas sûr, etc. Et là le magistrat, moi ça m'est déjà arrivé, a toute la latitude de dire maître, ces questions elles ont déjà été posées, maître, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Alors ça c'est la procédure française. Donc en fait on peut juste avec un magistrat qui a un pouvoir démesuré sur l'audience en fait, décider d'une direction ou non. C'est-à-dire que mettre des éléments en lumière ou pas des éléments en lumière, poser des questions pendant 2 heures sur un élément et totalement taire d'autres éléments, il peut le faire. Alors qu'en common law, on commence déjà par un opening statement. Opening statement, ça veut dire qu'on a l'accusation qui fait une forme de plaidoirie en fait, pour présenter quels arguments vont être mis en lumière, et on a la défense qui fait un opening statement. Et le magistrat, ça va être un arbitre en réalité. Ça va être l'arbitre de quoi? Des objections. Quand on a une question qui va être par exemple trop orientée du côté de la défense pour essayer de faire dire quelque chose au témoin, objection. Objection rejetée ou pas rejetée. Voilà. C'est ça le magistrat. Alors qu'ici, mais il décide de ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, on peut en réalité ne rien faire, et tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est arrêter, tenter de faire acter quelque chose pour avoir une cassation éventuellement à un moment ou à un autre. Donc en fait, pourquoi? C'est pas parce que les magistrats américains sont meilleurs que les magistrats français, pas du tout. C'est juste que la loi leur impose de faire comme ça. Donc en fait, à mon sens, il faut que la loi nous donne des garanties. Notamment, j'en parlais, mais sur la détention provisoire. Mais aujourd'hui, on peut placer quelqu'un en détention provisoire, mais sans raison. On a juste à avoir une personne, moi par exemple, un magistrat a juste à dire oui monsieur, il a une binationalité franco-sénégalaise, donc il a un risque de fuite, donc je le place en détention provisoire. Et je vous assure que ça remplit les prisons uniquement ce raisonnement-là. Et alors qu'à côté de ça, on peut avoir une autre personne qui a la même binationalité et dire ouais lui non. Pourquoi? Voilà, il n'a pas à s'en justifier. Et parce que la loi donne la latitude à faire ça. On ne nous dit pas ce qui est une garantie de représentation ou non. On ne nous dit pas ce qu'est un risque de fuite ou non. On ne nous dit pas ce qu'est un risque de concertation ou non. On ne nous dit rien. On dit juste qu'on peut placer quelqu'un pour ça. Voilà. Donc, il faut, à mon sens, que la loi limite. C'est pareil, en fait, tout à l'heure, on en parlait pour le juge d'instruction. Aujourd'hui, on peut mettre quelqu'un en examen, un peu comme on veut. Parce que on peut mettre quelqu'un en examen quand on a des indices graves ou concordants contre lui. C'est quoi un indice grave? C'est quoi un indice concordant? On ne sait pas. Le magistrat, s'il considère que votre voisin a dit ça, ensuite il l'a répété ensuite devant les policiers, écoutez, c'est 2 indices concordants, c'est 2 indices, ils vont dans la même direction, c'est indices concordants. Donc en fait, voilà. C'est pour ça qu'en fait, on a un sentiment d'arbitraire qui leur permet de faire ça, d'autant plus qu'ensuite, dès qu'on conteste ces décisions-là, c'est confirmé par quoi? Par d'autres magistrats qui sont à la chambre d'instruction, qui ont des impératifs aussi, l'instruction vient de commencer, etc. On protège la maison. La maison est construite, il ne faut pas qu'elle s'écroule. Mais alors pour toi, ce serait un changement de loi ou ce serait quoi finalement qu'il faudrait... C'est plus qu'un changement de loi, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de changement de loi, on est sur... est-ce qu'on rajoute un alinéa? Est-ce qu'on modifie tel mot ou tel mot? Non, pour moi, c'est un changement de paradigme, en fait. C'est repenser la place de la justice, la place du juge, comment il fait. C'est tout un changement, en fait, de mentalité et de vision de ce qu'est la justice, notamment pénale. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que la société soit un peu plus au courant, justement, oui, de ce qui se passe? Parce qu'en fait, il faudrait une pression. Parce que pour qu'il y ait un changement,
il faut une pression qui vienne de quelque part. Mais Et bien en sûr. plus de ça, je parlais de la question de que la France, la structure, on va dire, des institutions n'est pas une structure du doute. On a du mal à se remettre en question. Mmh. Et c'est vraiment très présent dans la justice. Ce que disait Maître Cormier sur cette notion de fait qu'en France, il n'y a eu que 9 révisions, c'est-à-dire d'erreurs qui sont actées par la Mmh. justice dans le cadre des procédures. Et ces 9 révisions depuis 1945, aucune ne vient de décisions de magistrats ou Mmh. de nouveaux regards de magistrats. Ouais. C'est que des personnes qui se sont battues. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu ne te bats pas, tu n'as rien. Mmh. Et si tu ne te bats pas, tu as le pire de la justice si tu corresponds ou tu appartiens à ce que, entre guillemets, la société et cet espace-là juge comme étant potentiellement coupable. Donc comment on pourrait, moi j'aime bien qu'on soit utopiste, comment on pourrait finalement changer de paradigme, comme tu dis. Faut que les gens aillent voir. Moi, comme tu le dis de manière très claire, en fait, il faut que les gens aillent voir. Les gens ne sont pas au courant. Tout le monde a son idée sur la justice. On va d'un côté de la population, d'un coup, elle est trop permissive, elle n'est pas assez répressive, on laisse les gens faire ce qu'on veut, et donc ça encourage la récidive. Et de l'autre côté, en fait, elle est raciste, elle est sexiste, etc. En fait, les audiences sont publiques. Hein. Allez voir, faites-vous votre propre idée. Moi, j'ai écrit un livre pour raconter ça. Les gens vont être d'accord, pas d'accord, mais moi je pense que une journée au tribunal est bien plus instructive en réalité que lire mon livre 10 fois. Vous allez au tribunal, vous passez 1 heure dans une salle d'audience, 1 heure dans une autre, 1 heure dans une autre, vous sortez, mais vous aurez une vision très claire de ce qui se passe en fait là. Quand les gens ne savent pas, en fait, ça permet aux gens de faire ce qu'ils veulent. Déjà, moi, je vois la différence dans une audience de comparution immédiate, quand l'audience va s'ouvrir à 13h30, qu'on a 2 classes de troisième, des curieux qui sont en train de regarder, on ne parle pas de la même manière aux gens qu'à 2 heures du matin, quand il y a juste l'avocat et les magistrats. Et en fait, le fait de ne pas être regardé, et c'est grave, parce que toutes les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français. C'est-à-dire que quand on dit à mes clientes qu'on a besoin d'un trombinoscope parce qu'on a du mal à différencier leur faciès africain, c'est en votre nom, c'est en mon nom, c'est au nom du peuple français. Et s'ils se permettent de dire ça, en fait, c'est parce que personne n'est là pour leur dire non mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il faut regarder cette justice parce que il faut contrôler en fait cette justice. Et c'est pour ça que les audiences sont publiques. Donc en fait, déplacez-vous. Aujourd'hui, il y a toute la question par rapport à est-ce qu'il faut filmer les audiences, est-ce qu'il faut une justice qui soit visible ou une justice qui va devenir aussi un peu une justice spectacle. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse en fait rendre cette justice accessible. Parce que on peut pas juste parce que quand les audiences sont fermées et que les salles d'audience sont vides, en fait, on règle ça en famille. Et quand on règle ça en famille, c'est vecteur de violence. Ouais, mais c'est exactement ce que tu dis, parce que même les huis clos, pour moi, les huis clos sont dangereux. Alors j'aurais aimé qu'on soit dans une société où le huis clos, parce que parfois on a besoin de cette intimité, Mhm. en tant que psychologue, je le sais bien, soit possible, mais je crois qu'aujourd'hui, dans la société française, pour moi, le huis clos est dangereux parce qu'en fait, c'est comme tu dis, en famille, on gère quelque chose où personne n'aura un droit de regard. Mais comment faire confiance à une telle justice? Et puis on parle aussi, je voudrais parler de la différenciation. Je pense que parfois, c'est aussi, et là je prends la fameuse phrase de Maître Arfi, chacun sa chance, chacun son juge. Il y a aussi des questions, je pense, d'éthique et de personnalité. Par exemple, j'ai assisté à une audience, donc je disais du juge Hunin, je crois que ça s'appelle comme ça, Hulin ou Hunin. C'est une audience c'est un procès de terrorisme. Donc, quand même, on aurait pu imaginer qu'il puisse y avoir les problématiques qu'on voit ailleurs. Mais ce juge-là, il était très poli. Il laissait sa place à chaque personne de pouvoir exprimer son point. Il y avait quelque chose de profondément humain. Et en sortant de cette audience, je me suis dit, c'est marquant. Puis après, je me suis dit, mais c'est triste, encore une fois, que ce soit marquant, parce que ça veut dire que l'habitude, c'est qu'en fait, c'est médiocre, c'est inhumain. Et c'est finalement dans des jugements qui dépassent la loi. Moi, je crois que la loi française, elle est très belle. Quand je lis les textes de loi, je trouve ça beau, entre guillemets. Mais l'application de la loi française, pour moi, elle est pervertie. Aujourd'hui, il y a une forme de psychopathologie au cœur de la justice. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment essayer de créer déjà en premier lieu des dialogues, des livres, comme tu le fais. Mais en même temps, je pense qu'il faudrait assez rapidement créer d'autres voies de transmission, parce que sinon, ça va continuer sur des années. Oui, tout à fait. Mais après, le problème, oui, c'est que ça repose sur les individus. Si aujourd'hui, nous, on les connaît, hein, les bons juges, hein, on se transmet leur nom, ah, mais t'as de la chance, lui, il est bien, lui, il est bien. Mais il y en a, on sait, bon, qui sont très problématiques, qui mettent tout le temps en prison certains types de populations. Voilà, les Noirs, les Arabes, on sait que ça va en prison devant eux. Et en réalité, on dépend clairement d'eux. Et nous, on sait même, et on dit à nos clients, ah on a tel juge, si on a tel juge de liberté de la détention, c'est mort. Si on a tel juge, c'est bon. Et en fait, on a un peu une forme
à mon sens, et ça, je mets la responsabilité sur moi et mes confrères, hein, sur le barreau, on est aux premières lignes de ça, et en fait, on a une forme de résignation, on laisse faire, en fait. Et on accompagne, on dit oui, bon, voilà, c'est ce magistrat-là, on sait tous qu'il est problématique, on sait tous que, et ensuite, on laisse faire, en fait. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage, pour le coup, parce qu'on est censé être une profession un peu de combattant, nous les avocats. On est censé être une profession qui protégeons pas seulement nos clients, pas seulement les individus, mais aussi la société en termes un peu de boussole, j'ai envie de dire même morale et éthique. Et depuis bon, quelques temps, en tout cas, on constate qu'on est beaucoup moins ça et qu'on se met en retrait de grandes questions démocratiques, dont celle de la justice, pour s'intéresser à des trucs bon, bien plus intéressants, importants, hein, mais bon, l'IA et les legal tech, je pense que c'est bien d'en parler pendant un temps, mais aussi quand on a une montée du fascisme et de la remise en cause des institutions judiciaires, parce que c'est aussi ça dont on parle en fait. Là aujourd'hui on se pose des questions hein, légitimes hein, sur comment améliorer, etc. Là, dans 14 mois, peut-être qu'on a l'extrême droite au pouvoir. Si on a Mm. l'extrême droite au pouvoir, ça veut dire qu'on a un garde des sceaux d'extrême droite. Garde des sceaux d'extrême droite, président d'extrême droite, gouvernement d'extrême droite, ça veut dire en fait qu'on aura des juges d'extrême droite. Hein, parce que à un moment, qui sont en charge de nommer les juges, hein, sur proposition certes hein, du CSM, mais en tout cas, enfin, des syndicats, c'est le pouvoir en place. Donc en réalité, on aura des juges qui correspondent à ce que veut faire le pouvoir en place, avec notamment aujourd'hui on le voit de plus en plus, hein, un exercice de la politique du point de vue du garde des Sceaux qui est extrêmement vertical. Hein. Aujourd'hui, le garde des Sceaux, il dit je veux de la prison ferme pour telle infraction, telle infraction, telle infraction. Lui, il veut juste construire des bagnes et des prisons pour y enfermer des gens. Bon, bientôt, on est là. Donc nous, en tant que corps, on va dire, euh, au-delà même de corps de métier, mais de profession en tant qu'avocat, où est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on est dans l'accompagnement de ce pouvoir? On l'a déjà été en tant que profession. C'est-à-dire que à Vichy, les avocats ont très largement collaboré. Hein. Le barreau de Paris a transmis, a radié les avocats d'origine étrangère et les avocats juifs. Voilà. Donc on n'est pas non plus des grands résistants. Maintenant, la question c'est en tant que corps de métier, comment on va se positionner là aujourd'hui quand le fascisme arrivera donc au pouvoir. Mais je trouve quand même que vous êtes une profession par feu, parce que quand on regarde dans votre corps de métier, c'est pour ça que j'aime bien faire des podcasts avec les avocats. Je trouve qu'il y a chez vous quelque chose qui est resté combatif et militant, et malgré les écorchures, Chez parce que certains d'entre nous. oui, certains d'entre, alors tout à fait, je dirais certains d'entre vous, mais dans mon podcast, je Mais choisis tout le temps les personnes que je trouve éthiques, et donc vous me donnez confiance. Mais bien sûr, tu dis certains, j'aurais plein d'anecdotes à te raconter de l'autre côté, pour moi, de l'autre côté du miroir. Mais j'ai quand même une grande confiance dans des personnalités comme toi, comme tous ceux que j'ai interviewés finalement, où il y a quand même jusqu'au bout une volonté de changer le monde. Et comment vous faites et comment tu fais toi précisément pour garder confiance et pour pas être écorché ou détruit par ce que tu vois? Parce que je pense quand même que c'est traumatisant. Je pense qu'il y a une forme de traumatisme dans les métiers où on est sur le terrain et où on voit le pire quand même. Comment tu fais toi pour que ça ne t'altère pas ou pour rester confiant? bah, moi je pense que ça m'atteint en réalité. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Comment on traverse un feu, parce que quand on traverse un peu, un feu, on s'en tire avec des brûlures, on s'en tire avec des éraflures, et on ne peut pas traverser le feu indéfiniment. En fait, à un moment, on est tellement atteint qu'on doit s'arrêter. Et moi, je pense qu'à un moment, quand on en a trop vu, trop senti, quand on a trop vomi ce qu'on voit, quand on a une nausée, moi, je rentre en audience aujourd'hui très souvent. euh, Au-delà du mépris pour ce que je vois, parfois j'en ai la nausée et j'y pense le soir et je me dis mais à un moment où j'aurais plus cette flamme justement qui brûle en moi parce qu'elle a été éteinte par trop de ces désillusions, bah, j'arrêterai en fait parce que je laisserai la place à une génération qui elle aura encore la flamme et qui voudra y aller, et le jour où la flamme est renée en moi j'y retournerai. Je pense que on est atteint par ce qu'on voit. Moi, je suis atteint par l'ensemble des injustices que je vois dans les tribunaux. Quand je vois une femme victime de viol qui me dit qu'elle a peur de déposer plainte, ou alors qu'elle se fait limite insulter en commissariat parce qu'elle ose le faire, moi j'ai honte et j'ai mal. Quand je vois un jeune qui a été violenté par la police, qui est renvoyé pour outrage et rébellion, et que je vois le parquet de manière servile poursuivre et les magistrats sans plus de preuves que des témoignages de policiers condamnés et
condamner notamment les personnes ensuite à payer des dommages d'intérêt à des policiers qui savent très bien qu'il ne s'est rien passé, moi j'ai mal et je souffre. Quand je vois que des magistrats n'écoutent pas quand on essaie de leur parler, qu'ils ont eu une gestion assez administrative de leur dossier, où on voit finalement les numéros de dossier, les numéros de parquet, on ne voit pas forcément les personnes derrière, et qu'on n'a aucune difficulté à placer des gens en détention provisoire, très souvent des étrangers, très souvent des pauvres, et à ne pas toucher leur dossier pendant 1 an, et quand ils ont l'audace de demander leur mise en liberté, on leur dit « mais monsieur, enfin, il reste des investigations à faire », et qu'ensuite on peut rentrer chez soi tranquillement en se disant que nous, ça ne touchera jamais. Moi, j'ai mal et je souffre. Et en fait, je ne sais pas combien de temps je pourrais encore encaisser ça. Aujourd'hui, le fait est que c'est pas une question de ce que je peux ou je veux encaisser, c'est qu'aujourd'hui, il y a une obligation, une nécessité de le faire. Là, je ne peux pas aujourd'hui faillir déjà pour mes clients que je représente parce qu'il y a une violence incommensurable de la part d'institutions judiciaires qui s'abat sur eux. Le seul barrage qu'ils ont, c'est nous et c'est moi. Donc je le suis. Ensuite, du point de vue plutôt démocratique, aujourd'hui, c'est pour ça que je m'exprime sur les réseaux sociaux, j'ai pas le luxe de me taire, parce que moi ça me fait pas plaisir, hein. Je me fais menacer, je me fais insulter de singes, de nègres toute la journée, sans nécessairement avoir de soutien ou autre, mais bon, notamment de mes confrères. Mais c'est pas grave, parce qu'en réalité, c'est une mission qu'on est censé faire tous, collectivement. Et si je ne le fais pas, en réalité, qui va le faire? Et le jour où on aura donc un pouvoir en place qui sera raciste, fasciste, etc., écoutez, j'aurais que mes yeux pour pleurer. Je pourrais juste me dire que soit j'ai agi avant, soit j'ai tenté d'agir avant, au moins de parler, soit de ne pas parler. Donc moi, je pense que face à cette urgence-là et cette obligation, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de rester silencieux. Et ta flamme, tu dirais qu'elle en est où alors quand la flamme, ma flamme sera éteinte? Là, tu dirais que elle est en quel état? Aujourd'hui, elle est là, hein. Elle brûle, hein, clairement, heureusement, hein, elle brûle, hein. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je n'ai, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Je n'ai au-dessus de moi personne, hein, et donc j'ai une liberté de parole absolument totale. Et donc ça me permet d'avoir cette flamme qui brûle et qui flamboie, mais sans difficulté, sans être éteinte par quiconque. Et par ailleurs, quand je vois les personnes qui vont être... déjà, il y a plusieurs choses. Cette flamme-là, elle brûle encore parce que je vois que elle montre la lumière à certaines personnes. Moi, j'ai pas mal de jeunes qui m'écrivent et qui viennent me voir en me disant vous êtes là et ça me permet de voir que moi aussi je peux être là. Donc ça me fait déjà immensément plaisir et notamment c'est ça, en fait, principalement qui me fait plaisir. Et ensuite, je vois, à contrario, des gens qui vont essayer de me dissuader, de me silencier, de faire en sorte que je m'exprime moins. Quand je vois qui sont ces gens, soit ce qu'ils votent ou ce qu'ils ont l'air de soutenir, je me dis que je suis très heureux de les gêner, en fait. Mm. Donc, ce qui alimente cette flamme aujourd'hui, ce qui fait qu'elle est encore là, c'est justement les effets et ce que j'en vois. Et alors là, mais je continuerai, mais avec gourmandise encore, tant que il y aura à combattre, il y aura à brûler, ma flamme sera là pour le faire. Mais peut-être parce que le combat fait partie de la réparation. Tu sais, je parle souvent de la psychologie du Brésil et puis j'aime bien comparer les espaces de ce monde et ce qu'ils nous traduisent de l'existence. Et en Occident, la guérison sur le plan psychologique, mon métier, ça passe par l'intime. Et finalement, on essaye d'aider une personne à pouvoir cheminer et exister avec moins de douleur. Au Brésil, l'approche est un peu différente parce qu'il y a quand même la question de nommer les systèmes délétères et que donc la guérison, si maintenant tu es dans un système qui ne convient pas, la guérison ne peut pas être de t'adapter au système et d'aller mieux. Mm. La guérison ne peut que passer par combattre le système et aller mieux parce que tu le combats. Si on pose ce paradigme-là chez nous, mais tout est à combattre. Parce que le système judiciaire, il y a plein de problématiques dans l'institution qui créent une profonde inégalité des chances. Mm. Donc déjà, qu'en penses-tu de ce point? Et puis je pose dans la foulée ma deuxième question. Est-ce que tu peux nous raconter un moment dans ta vie professionnelle qui t'a profondément marqué? Alors, sur le premier point, moi je pense oui tout à fait que de toute façon, face à un système tout à fait qui nous apparaît comme injuste et comme étant oppressif, euh, soit on nage dans le courant, soit on nage à contre-courant. Si on va dans le courant, écoutez, on risque de se noyer parce qu'on ne sait pas forcément nager dans cette rivière-là. Et là, moi je pense que on peut tenter, moi par exemple, hein, face à je pense, un racisme
systémique. Systémique ne veut pas dire systématique, hein, il y a des gens qui essaient de ne pas comprendre, mais en réalité c'est ça. Un racisme systémique qu'on peut voir en France, hein, à beaucoup d'égards. Je pourrais me dire, bon, j'essaie de me lisser les cheveux, de me blanchir la peau et de faire en sorte que ça passe, hein. On va dire, je pourrais essayer de, de forcer l'assimilation comme une certaine présentatrice de l'amour est dans le pré, je pourrais tenter. Mais en réalité, finalement, je suis toujours un noir. Et quand on voudra me renvoyer à cette couleur-là, on le fera. Donc la meilleure manière, en réalité, de vivre au mieux, c'est d'assumer qui on est et de combattre les injustices et ne pas essayer de se conformer aux injustices. Parce que c'est pas en se conformant aux injustices qu'elles vont devenir justice. Et donc ensuite, par rapport aux épisodes marquants dans ma profession, notamment à cet égard-là, bon, il y en a un certain nombre, hein, aussi bien positif que négatif, hein, mais du point de vue négatif, hein, c'est les clients qui vont nous débarquer et prendre un autre avocat parce qu'ils nous le disent de manière très claire, hein, on est noir, et que même quand eux sont noirs, voilà, ils jouent leur vie, ils n'ont pas envie que ça soit un acte militant de prendre un avocat. Il y a les magistrats qui nous renvoient à notre couleur de manière explicite en nous qualifiant, non pas que j'ai un irrespect pour les interprètes, mais en tout cas, moi je ne le suis pas, mais nécessairement quand j'entre dans un palais de justice, je ne peux être que ça. Donc des présidents de cour d'appel qui nous disent qu'on est bienvenus dans la salle d'audience parce qu'on nous attendait, parce qu'on était l'interprète en Bambara, parce qu'on a également voilà, ces moments d'audience hein, d'une violence, notamment à l'endroit de nos clients, où notamment un dernier là, il n'y a pas très longtemps, en décembre, c'était un client euh, qui était renvoyé pour vol. Il avait volé quelques sacs, je ne sais plus si c'était au Galeries Lafayette ou au BHV, donc les grands magasins comme ça, pour en fait ensuite revendre et acheter du lait en poudre pour son enfant, qui allait être opéré donc quelques semaines après. Bon, il s'est fait avoir, comparution immédiate, détention provisoire, et ensuite il est jugé. C'est là moi que j'interviens. Il y avait sa femme qui était là, avec le bébé, qui allait être opéré dans pas très longtemps, un bébé de quelques mois, hein, tout maigre. Euh, et le- mon client reconnaissait les faits, donc il allait rester en prison de manière assez claire, hein, parce qu'il n'y a aucune difficulté à laisser les gens qui volent sans d'ailleurs violence, etc., mais de les laisser plusieurs mois en prison, ça ne fait pleurer personne dans les juridictions aujourd'hui en France, en tout cas à Paris. Je demande au président, est-ce que au moins il peut dire au revoir à son enfant qui va se faire opérer dans quelques jours et qui ne sera pas là pour l'assister? Est-ce que on peut, au moment du délibéré, laisser la mère entrer avec la poussette pour qu'on puisse avoir 30 secondes en fait où il regarde son enfant et lui dit au revoir? Et le magistrat, il ne me regarde même pas, il continue à écrire sur sa feuille, il dit non, non, je veux pas de ça dans ma salle. Je veux pas de ça dans ma salle. Alors je l'ai regardé et je me suis dit, enfin, là, on est sur un manque d'humanité, mais assez profond, et qui n'est pas nécessaire. On n'est pas à 30 secondes près. De toute façon, toutes les audiences, elles se terminent à 23h parce qu'on a trop de dossiers. Donc elles se terminent à 23h, 23h01 ou 23h02. On peut rester humain. Mais non. Rire comme ça, mais vraiment avec une... Alors qu'à côté de ça, d'autres, voilà, on leur met des mandats de dépôt à effet différé, Nicolas Sarkozy notamment, pour qu'ils puissent régler leurs affaires en attendant d'aller en prison, pour qu'ils puissent dire au revoir à leurs enfants, qu'ils puissent faire leurs valises, etc. Puis ensuite se présenter sous les vivas et les applaudissements de la foule en prison pour y rester 3 semaines, écrire ensuite un livre pour raconter à quel point ces 3 semaines ont été difficiles. Mais d'autres personnes comme ça, pauvre gars qui essayait de nourrir son enfant, on le laisse même pas dire au revoir à son bébé qui est à 5 mètres hein, de la salle d'audience, hein, qui dort en train de pleurer hein, avec sa mère, qui ne peut même pas rentrer dans la salle d'audience. Ça me dégoûte. Moi, je vois ça, et littéralement, j'ai de la nausée qui monte. Et quand on leur dit, mais ils nous regardent, mais vraiment ensuite, comme si on parlait notre langue. Et ils passent à autre chose, et ils rentrent chez eux. Je trouve ça absolument effarant. Et puis qu'est-ce qu'on construit? Parce que cet enfant, il existe, il va grandir, il sera un jour un homme et une femme de cette société. Et qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on donne finalement à ce bébé, déjà comme début de vie? Parce qu'on est tous liés quand même. Il y a cette phrase du docteur Georges Federman que j'aime beaucoup, qui dit que ce qui nous arrive arrive à l'humanité, ce qui arrive à l'humanité nous arrive. Mais ça, clairement, cette histoire que tu racontes, elle nous arrive à tous. Ouais. Et donc rester silencieux nous rend finalement, en quelque part, tous Tout à fait. coupables. Tout à fait. Et je voudrais revenir sur un angle qu'on a parlé un peu avant, la question de l'affaire Epstein. Est-ce que toi, tu penses qu'en France, il peut y avoir ce type de réseau d'influence où il s'autoprotège et où finalement, ce qui nous gouverne a à voir avec le pire? Alors écoutez, moi je vais vous prendre un exemple
assez révélateur de ce qui peut éventuellement arriver, parce que il y a ce qui se passe et ce qui est ensuite judiciarisé. Euh, L'affaire Pellico. Comment elle commence, l'affaire Pellico? Elle commence parce que on a Dominique Pellico qui est surpris dans un supermarché en train de filmer sous les jupes des femmes. Quand il est surpris en train de filmer sous les jupes des femmes, on a des agents de sécurité qui encouragent fortement les victimes donc à déposer plainte. Ensuite, de manière très simple, on convoque Monsieur Pellico, on prend son téléphone portable, on exploite. Et là, en fait, c'est l'iceberg. On voit en dessous de l'iceberg tout. Hein. Mais en fait, on voit que il entretient tout un réseau en fait de viol sur sa femme. Voilà, il fait venir des personnes qui violent sa femme, une cinquantaine de personnes. On a pu le voir parce que on a des agents de sécurité qui ont encouragé des femmes à déposer plainte sur une banale affaire en réalité de outrage sexiste, de captation d'images à l'insu des personnes. Ça laisse beaucoup à penser sur éventuellement ce qui peut échapper à la justice. Je pense qu'il n'y a pas besoin de partir dans des grandes théories euh, sur éventuellement voilà, les élites pédocriminelles, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. Juste regarder ce qui est judiciarisé, ce qui ne l'est pas. Comment on découvre certaines affaires, ça permet de voir justement les hasards en fait, par lesquels on découvre certaines et par lesquels on ne découvrira jamais d'autres. Donc moi, c'est juste, il suffit de voir, à mon sens, hein, ce qui s'est passé dans cette affaire Pellico. On a le plus grande affaire de soumission chimique en France et une des plus grosses affaires de viol, pour voir le hasard avec lequel on est tombé dessus. Bah écoutez, il faudrait d'autres hasards pour tomber sur d'autres affaires, à mon sens. Mais par exemple, dans l'ASE, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques aussi. Et on pourrait presque avoir l'impression que n'a pas été regardant ceux qui étaient censés protéger les Oui. enfants. Donc, qu'est-ce que c'est que cette société où finalement le pire se passe jusqu'à ce qu'il y ait un hasard, un militant? Parce que je pense que l'ASE, on Ah commence à oui. en parler Ah non, parce mais qu'il y a aussi... au-delà de l'ASE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à mon sens, euh, pas une bienveillance, mais une forme d'apathie vis-à-vis de la pédocriminalité en France qui est assez dingue. Regardez tous les dossiers de proxénétisme sur mineurs qui vont être instruits ou alors jugés donc au tribunal à Paris ou dans d'autres juridictions de proximité, Créteil, Bobigny, etc. Toutes celles que j'ai pu avoir donc de proxénétisme sur mineurs, elles passent par un site, qui est le site Sex Model, où on a donc des mineurs qui vont mettre des annonces où on voit leurs photos, dénudées, etc., pour proposer leur service sexuel. Euh, Tous les dossiers. On a donc les personnes qui vont recourir à ces services sexuels, qui laissent parfois leur nom, leur prénom, très souvent des pseudos, mais qui sont assez facilement retrouvables, où ils mettent des commentaires en disant « Ah super, c'était vachement bien, voilà, on est vraiment sur Amazon, hein. Oui, c'était super, moi je recommande, etc. » On va jamais arrêter ces gens. On ne va jamais les arrêter. C'est-à-dire que, et jamais, on va essayer de restreindre par ailleurs l'accès à ce site, dont on sait aujourd'hui qu'il est vecteur de pédocriminalité, mais des dizaines de filles se font violer par l'intermédiaire de ce site-là, par des majeurs, et on n'a aucune... Mais ça ne vient pas à l'idée, à l'esprit des gens, en fait, d'interdire l'accès à ce site-là, ou alors d'aller chercher les gens dans ces dossiers-là. Et puis alors l'ASE, parlons-en. L'ASE, aujourd'hui, c'est le réservoir, justement, des proxénètes qui vont prostituer des mineurs aujourd'hui en France. Et on a l'ASE qui, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils ne peuvent rien faire, ne font rien. Moi, je me souviens d'un dossier où c'était un père qui était venu nous voir au cabinet parce qu'il ne savait plus quoi faire. Sa fille avait fugué de l'ASE, puisqu'elle était placée à l'ASE, donc sa fille avait fugué de l'ASE. Les éducateurs nous disaient, eux, quand ils partent, en réalité, on n'a pas le droit de les retenir, mais en réalité, vous servez à quoi alors si vous n'avez pas le droit de les retenir? Pourquoi on les place chez vous alors sa fille avait à l'époque 14 ans et on ne savait pas où elle était, en France. Et elle se prostituait. Paraît-il, elle était tombée enceinte 2 fois, elle avait avorté 2 fois. Et aux dernières nouvelles, puisque c'était moi qui faisais le boulot de la pister, je m'étais mis je l'avais ajoutée sur Snapchat, parce que c'était le seul moyen de la suivre. Et à un moment, j'avais vu qu'elle était dans une boîte de nuit à Marseille en train de se prostituer ou alors de faire du striptease. Elle avait 15 ans à l'époque.
Et donc, déjà, moi, je screen. Et à partir du moment où j'ai screené, elle me dit, ouais, vous êtes qui, etc. Donc, je lui dis, ouais, je suis un avocat. J'ai été contacté par votre père et tout. Donc, elle m'a bloqué. Donc, j'ai plus de nouvelles. Et donc, moi, je contacte la brigade des mineurs de Marseille pour leur dire, écoutez, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a une jeune fille qui est portée disparue en fût, qui est dans une boîte de nuit à Marseille. Ils y vont. Ils disent, on l'a pas trouvée. Mais en même temps, vous y êtes allé en plein jour. Et ensuite, voilà. Et cette jeune fille, je n'ai plus eu de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et elle était à l'ASE. Et quand on est passé devant le juge pour enfants, justement, on avait une audience qui est assez lunaire, où il y a les représentants de l'ASE, où il y a moi, où il y a le père, où on est en train de voir si on prolonge la mesure de placement à l'ASE alors qu'elle n'est pas là, alors qu'elle a fugué. Et parce que personne ne peut rien faire, voire ou ne veut rien faire, ou alors qu'on n'a pas de moyens aussi. C'est aussi ça. Aujourd'hui, la justice des mineurs est dans un état de délabrement assez élevé. Et puis la seule réponse que va nous proposer notre garde des Sceaux, c'est de enlever l'excuse de minorité pour mettre encore plus de mineurs en prison. Donc ouais, on a un délaissement de nos jeunes aujourd'hui de la part de la justice. Mais on pourrait même avoir l'impression que la France est en chantier. Parce que tu vois, finalement, c'est comme s'il n'y avait aucun endroit. C'est pour ça qu'il y a peut-être une désillusion, je pense, pour nos générations. Parce que finalement, on grandit quand même avec des idéaux. Et puis quand la vie d'adulte au risque du réel, elle t'enlève quand même tes illusions. Et ne reste que plus que comme seul choix, quand même, moi, je pense, le combat. Alors toi, dans tes combats, déjà, qu'est-ce qui te permet finalement d'être... J'ai l'impression quand même que tu te résignes jamais. Qu'est-ce qui te permet d'être toujours debout? Et finalement aussi, quand tu regardes tout ce qui aura changé ou à transformer, qu'est-ce qui te donne espoir? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis que vraiment là, tu sens quand même que tu es en train de changer les choses? Est-ce qu'il y a des moments où tu vis, je sais pas, des espèces de awakening, tu sais, durant un procès, où tu te dis les choses peuvent bouger, je peux faire quelque chose dans tout ça? Ah oui, on a toujours cette décision de justice-là qui nous permet d'espérer, en fait, parce qu'on a été entendu. Et le simple fait d'être entendu nous permet d'avoir espoir en l'avenir. Donc moi, ce qui me permet en réalité de continuer à croire, de continuer à rester debout, j'ai pas de réponse définitive, juste que j'arrive pas à faire autrement. C'est pas que j'ai envie de parler, c'est pas que j'ai envie de combattre, c'est juste que si je combats pas, je me sens mal. Je me sens mal parce qu'il y a une situation qui me fait me sentir mal. Et il faut que je puisse résoudre cette situation. En fait, je comprends. Moi, j'ai du mal à ne pas comprendre. J'ai besoin de comprendre, en termes de raisonnement. Je ne comprends pas pourquoi on va, vis-à-vis de tel événement ou alors de telle attitude, adopter un comportement ou alors adopter certaines sanctions. Je ne comprends pas. Et j'ai besoin de comprendre. Si je comprends, c'est bon. Si je comprends, c'est bon. Et donc, ce qui me fait garder espoir, pour beaucoup, c'est de voir que je ne m'adresse pas forcément aux plus âgés que moi, mais aux plus jeunes. Parce que le monde, il est à eux. C'est leur monde. Nous, les plus âgés, notamment moi, encore les plus vieux que moi, encore plus, hein, mais le monde ne nous appartient plus vraiment. Le monde, il appartient aux plus jeunes. Et je vois chez un bon nombre d'entre eux une volonté de ne pas se résigner. Mais s'ils ne veulent pas se résigner, c'est à moi un peu, avec d'autres, hein, mais de leur montrer, en leur donnant des armes, à minima intellectuelles, sinon pour les encourager, pour faire en sorte de continuer à ne pas se résigner. Mais ce qui pose problème dans la magistrature pour toi, c'est la nouvelle génération ou c'est l'ancienne génération? Et si c'est l'ancienne génération, est-ce qu'il ne faut pas justement s'adresser aussi à eux pour que le changement puisse être transversal? Dans la magistrature, c'est pas uniquement la nouvelle c'est pas aussi simple que ça. Je pense que c'est un problème de système en réalité. Déjà, comment on peut permettre à des magistrats qui après, ils ont 25 ans, ils sortent d'école nationale de la magistrature, ensuite comme ça, ils vont en audience et sans plus d'expérience de la vie, on va dire, considérer que telle personne, elle a tort de fumer du crack. Elle a tort de se droguer. Voilà, je n'ai rien vu. Moi, personnellement, je considère que je n'en suis pas capable, hein, parce que justement, je suis trop jeune, parce que justement, j'ai encore une expérience de la vie qui est limitée. Alors, comment notre système permet ça? Ensuite, Mais tu penses pas que ce que tu dis et ce que tu formules, donc c'est pour les plus jeunes, mais est aussi extrêmement important pour les plus vieux, entre guillemets? bien sûr, c'est pour les mettre face. Moi, c'est surtout pour les mettre face à leurs responsabilités. Regardez l'exemple que vous donnez. Regardez ce que vous faites. C'est vous qui avez les. Parce que même si les jeunes, aujourd'hui, c'est l'avenir, ceux qui ont les clés du monde, c'est les personnes plus âgées. Et regardez ce que vous faites, regardez ce que vous dites, regardez l'irresponsabilité avec laquelle vous êtes en train de diriger le monde. Moi, je suis
effrayé, effaré par le spectacle désastreux qu'on peut voir par une classe politique sur les plateaux de télévision. Mais je me dis, mais certains, déjà, bon, euh, parce que bon, il y a la magistrature, mais et aussi, enfin, même au niveau de la magistrature ou alors au niveau de la classe politique, euh, je me suis résigné à voir que l'intelligence n'était plus forcément une valeur cardinale qui permettait de discriminer qui étaient les meilleurs ou pas les meilleurs. Ça n'est pas l'intelligence qui est mise en valeur dans la société aujourd'hui. Par contre, et ça c'est un problème, on ne sanctionne pas la bêtise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent des propos absolument bêtes, tout à fait imbéciles et qui sont invités sur les plateaux de télé. Le matin, il est sur France Info, l'après-midi, il est sur BFM, le soir, il est sur CNews pour dire des bêtises à chaque fois. Et on le réinvite. Je ne comprends pas. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on laisse faire ça. Et on a une responsabilité, nous, en tant que vis-à-vis de la jeunesse, parce qu'on laisse s'installer certains discours, on laisse s'installer certaines pensées qui irriguent ensuite tout. Aujourd'hui, on ne peut pas... Enfin, la justice, elle n'est pas imperméable en fait, à tout ce qui se passe dans la société. On l'a vu... quand on a des grands mouvements de société, ben on voit qu'on a des conséquences sur la justice. Donc notre responsabilité, au moins, c'est de ne pas laisser se propager certaines idées, certains propos et certains discours nauséabonds. Et le problème, c'est qu'on laisse faire, mais j'ai envie de dire même au contraire, parfois on encourage. Moi, demain, si j'ai envie d'avoir une carrière médiatique ou politique, j'ai juste à dire 2, 3 ordures sur l'islam, mais demain, je suis invité tous les jours sur CNews, tous les jours. Et c'est un problème. Parce que on ne va pas regarder si je suis intelligent, si mon propos est intelligent, juste à dire, ah, vous savez, les musulmans, et voilà, ça y est. Mm. Donc, c'est un problème. Et ton père, qu'est-ce qu'il pense alors de ce que tu as fait de toi par rapport à ce que tu disais au début, la question de la blessure? Quel regard ton père il a sur toi? Ah bah il est très fier. Alors, mon père, lui, m'a dit, justement, notamment quand j'ai prêté serment, il m'a dit plein d'émotions que lui, finalement, il aurait dû être avocat. Il aurait dû être avocat puisqu'il allait vers les carrières scientifiques, etc. Mais il aurait dû être soit journaliste, soit avocat. Et finalement, le fait que je devienne avocat, bah, c'est un peu comme si lui, il était devenu, parce que quand je deviens avocat, je suis maître bas. Maître bas, c'est lui aussi. C'est un peu tous. Parce que je pense que c'est ça qui est beau aussi avec le titre qu'on a avec ce métier, c'est qu'il met en valeur un nom et que nous, le nom, c'est aussi le nom de mes parents, c'est le nom de ma famille et on est les gardiens temporaires d'un nom. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas me permettre de, on va dire, salir un nom, parce que je le salis aussi pour les générations qui suivent. Voilà, aujourd'hui, je pense que ce ne sera pas très simple de s'appeler Epstein, hein, pour n'importe qui, parce que le nom est un peu sali, mais au contraire, avoir un nom qui a été mis en valeur et qui a été honorifié par une personne, voilà, c'est plus simple de s'appeler Einstein aujourd'hui, juste pour les mêmes raisons. Et moi, je pense que justement, et c'est pour ça qu'il était fier de moi, et que plus largement, les personnes de ma famille, il me semble, sont assez fiers de moi, c'est parce que j'ai permis à mon nom de rayonner. Et en guise de conclusion, est-ce que tu peux nous dire ce que tu proposes aux plus jeunes et ce que tu recommandes aux plus âgés pour qu'on aille justement vers plus d'égalité? Alors, ce sera toujours un côté utopiste, mais je pense quand même que les grands changements commencent aussi par des utopistes comme nous. Donc, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux deux maillons de la chaîne, ceux qui ont cette responsabilité, qui ont des clés, et ceux qui vont devenir finalement centrales dans la société de demain? Alors moi, ce que je peux leur proposer, c'est d'être le plus curieux possible. Le plus curieux déjà envers ce qui nous entoure. Essayez de vous éduquer au maximum. C'est jamais un défaut d'être curieux et d'essayer d'écouter plus de choses, de lire plus de choses, de regarder plus de choses, parce que moi je ne classe pas, hein. Je ne considère pas que c'est plus important de lire du Montaigne que d'écouter du PNL ou alors que de regarder des mangas plutôt que de regarder un Francis Ford Coppola. Moi je considère qu'il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut essayer d'être le plus ouvert possible aux différentes influences qui sont autour de nous. Soyez curieux déjà envers tout, parce que c'est là en fait que vos réflexions vont s'agrandir, que vous deviendrez nécessairement plus tolérant et plus réfléchi dans tout ce que vous faites et que vous serez nécessairement une meilleure personne pour vous et pour les autres. Mais soyez aussi curieux envers justement les autres, les gens. Parlez aux gens. Aujourd'hui, on peut avoir des opinions par rapport à certaines personnes de la société, envers les maghrébins, envers les pakistanais, envers les noirs, envers les blancs. En fait, tant qu'on ne se parle pas, tant qu'on n'est pas curieux, en fait, les préjugés vont rester là. Donc, soyez curieux et parlez aux gens. Parlez envers, si y a des vieux qui ont certaines opinions négatives envers la jeunesse, parlez aux jeunes. Les jeunes qui ont une certaine opinion négative vis-à-vis des personnes plus âgées des générations antérieures, parlez-leur.
Et en fait, vous n'aurez jamais rien à perdre à l'idée de leur parler. Alors parler, ça ne veut pas dire qu'on accepte absolument tout. Moi, je considère que voilà, il y a des personnes avec des certaines idées pour lesquelles ça ne sert à rien de parler, hein. Moi, quelqu'un qui va me dire qu'il a envie d'exterminer toute une partie de la population, bon, bah écoutez, hein, à partir de ce moment-là, je n'ai rien à vous dire. Mais pour le savoir, il faut au moins écouter. Il faut au moins écouter pour savoir à qui on ne parle pas. Et ton mot de la fin? Gardez la flamme. Gardez la flamme, n'abandonnez pas. Demain va être difficile. Demain va être dur, compliqué. Euh, il va venir avec son lot de défaites, hein, de tempêtes, et je pense que le seul moyen de l'affronter, c'est de le regarder digne, le cœur armé et la voix qui porte pour lui dire qu'on n'accepte pas euh, la défaite et qu'on continuera à se battre. Donc gardez la flamme et continuez à vous battre. Donc, je reprends tes derniers mots, on n'accepte pas la défaite, effectivement. Et je te remercie, Maître Bas, à toi et à toute ta lignée, pour avoir fait un homme comme tu es aujourd'hui, qui contribue à protéger notre société. Et je pense qu'il n'y a pas plus important que ce que tu es en train de faire dans tes mots. Donc merci à toi, et on se retrouvera très vite dans d'autres entretiens. Merci beaucoup.